Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre nouveau tuto. Aujourd'hui, Sciences sociales 5 minutes pour comprendre, étudié à travers un article de Raymond Boudon, publié dans la Revue européenne des sciences sociales en 2013, la distinction paressienne entre action logique et non logique. Aïe aïe aïe, au premier abord, voilà un sujet qui fait mal à la tête, me direz-vous. Eh bien non, car comme disait Nicolas Boileau, poète en son temps, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et c'est bien ce que je vais tâcher de faire dès maintenant. Mais commençons tout d'abord par présenter cet homme, homme de science, sociologue et économiste. Vilfredo Pareto est italien. Il est né le 15 juillet 1848 à Paris. Il fait des études supérieures de sciences mathématiques et physique à Turin et en 1886, il devient maître de conférences à l'université de Florence. En 1893, il est nommé maître de conférences en économie à l'université de Lausanne en Suisse, à la place de Léon Walras, qui le lui a proposé. Il meurt à l'âge de 75 ans en Suisse. En sociologie, outre le fait qu'il était membre de l'école italienne de sociologie des élites et y a fréquenté de grands noms comme Gaetano Mosca ou Robert Michel, il va développer de nombreux grands concepts comme le concept de la circulation des élites, celui de l'optimalité de Pareto ou celui de la distribution. Il rédigea aussi de nombreux traités de sociologie, dont le traité de sociologie générale en 1916. Mais un sujet qui lui tient tout particulièrement à cœur concerne celui relatif à la logique des actions effectuées par les hommes. Entrons maintenant dans le vif du sujet et tentons de comprendre ces notions d'action logique et d'action non logique. Selon Pareto, une action logique est une opération mettant en cohérence l'action de celui qui l'a fait au but que ce dernier souhaite atteindre. Pour faire simple, celui qui rame a pour finalité de faire avancer un bateau, cela semble logique. A contrario, le marin grec qui fait un sacrifice à Poséidon, le dieu de la mer, avant d'entreprendre son périple, croit à l'efficacité d'un moyen qui n'en a aucune. Utiliser des rames pour faire avancer un bateau est donc bien logique, il s'agit donc bien d'une action logique. Faire un sacrifice pour faire avancer un bateau n'est pas bien logique, il s'agit donc bien d'une action non logique. Bon, eh bien, si déjà cette notion vous semble claire, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin. Si l'on souhaite maintenant faire un rapprochement entre le qualificatif logique de Pareto et ce que nous appellerions nous rationnel en langage moderne, nous pourrions en tirer les propositions suivantes. D'abord, qu'une action rationnelle est une action utilisant un moyen adapté en fonction d'une fin envisagée. J'utilise la grelinette, le moyen, pour bêcher mon jardin, la fin envisagée. Ensuite, que la cause de l'action est confondue avec la raison de l'acteur. En effet, le fait de vouloir faire bêcher son jardin n'est pas lié à la cause de l'action, utiliser la grelinette, mais à la raison qui pousse le jardinier à agir ainsi. Dans le cas d'une action non logique, la cause de l'action est bien plus complexe. En effet, le marin qui fait un sacrifice est confronté à une fausse croyance, celle de penser qu'en faisant ce sacrifice, son bateau va avancer. Il n'y a donc pas de logique entre le moyen et l'objectif. Pareto y voit donc ici un sentiment, une impression en tout cas, quelque chose d'inobservable. La colère est observable, la joie l'est aussi, la croyance ne l'est pas. Alors Pareto va un peu plus loin et décline les actions non logiques en genres. Celles du premier genre, celles pour lesquelles le sujet ne se donne pas de raison, et celles du second genre pour lesquelles il s'en donne. Encore est-il que même dans le cas d'actions non logiques du second genre, le sujet peut être amené à croire alors même que les raisons données peuvent être fausses. La question qui se pose maintenant à nous est bien celle de savoir à quoi tiennent les comportements dits logiques. Évidemment, il aurait été trop simple que tout le monde s'entende sur une notion. D'un autre côté, il est passionnant d'étudier les différents points de vue. Si les économistes traitent couramment les actions logiques au sens de Pareto, c'est-à-dire liées à des raisons ou des intentions, les sociologues, anthropologues et psychologues les attribuent à des causes biologiques, sociologiques ou physiques qui s'imposent à l'acteur. Que doit-on alors retenir de ces deux points de vue? Eh bien que si les explications du comportement données par les sociologues, anthropologues et psychologues sont plutôt causalistes, donc liées à une cause, celles données par l'économiste sont-elles rationnelles au sens instrumental? Voilà donc deux groupes bien distincts contribuant chacun à la compréhension des sciences sociales. Lequel a raison? Doit-on croire que le marin fait un sacrifice à Poséidon pour un effet de socialisation car il a été élevé dans cette idée, ou sous l'effet de sentiments inobservables? Pour le coup, la question n'est pas vite répondue, et ce même si les deux camps admettent la pertinence de cette distinction. La vraie question qui se pose ici est bien de comprendre ce qui pousse un individu à utiliser un moyen plutôt qu'un autre pour atteindre un objectif. Le moyen, action logique, pour lui n'est pas forcément logique pour un autre qui aurait plus de connaissances. Ainsi, le fait pour notre laboureur de faire labourer son champ en utilisant la grelinette parce que sa connaissance en outil agricole s'arrête à l'usage de ce moyen, est-il logique pour celui qui sait qu'il peut utiliser un tracteur et une herse pour faire la même chose? Et son comportement est-il rationnel? Il est donc bien difficile de qualifier une action d'irrationnelle si la raison qui pousse son acteur à la réaliser
est fondé sur la connaissance dont il dispose à ce moment. Voilà ce qui conduit Pareto et bien d'autres sociologues comme Max Weber à tenter de comprendre ce point de vue en replaçant l'acteur dans son contexte. Weber explique très logiquement que pour l'acteur primitif, les actes motivés par la magie ou la religion sont rationnels, qu'il s'agisse du faiseur de feu ou du faiseur de pluie. En effet, son état de connaissance ne lui permet pas de rationaliser l'événement autrement que par la magie. Et pourtant, me direz-vous, les résultats obtenus n'ont pas la même cause. L'un est le résultat connu de la transformation d'une énergie cinétique en une énergie thermique, donc logique. L'autre est le résultat d'une croyance infondée, donc non logique. Eh bien, en l'état de nos connaissances, cela est vrai. Cela paraît logique, mais est-ce que ce sera toujours le cas demain? Au moins pour le faiseur de pluie. La rationalité cognitive doit donc être conçue comme située. D'autres sociologues ou anthropologues s'opposent à Pareto quant à la rationalité cognitive. Ici, Durkheim, Horton ou Spiro partent de l'hypothèse que les croyances vraies ou fausses sont l'effet de raisons perçues comme solides par l'acteur. La force des convictions faisant sens, la cause est acquise. La croyance n'a pourtant pas de fondement au même titre que celle liée à la culture scientifique à laquelle nous sommes attachés. La force de la conviction de celui qui fait l'action suffit. Voyons maintenant un autre aspect s'affichant comme difficulté essentielle de la théorie de Pareto, les croyances normatives. Pour Pareto, les choses paraissent simples. Toute théorie normative échappant au registre du logico-expérimental est rejetée. Ainsi, s'il est vrai que mieux vaut prévenir que guérir, toute autre théorie normative échappant au registre du logico-expérimental doit être rejetée, car dépourvue de fondement. Pareto pense même que ces théories normatives visent uniquement à dissimuler des résidus sous un vernis logique. Pour rappel, lorsque Pareto parle de résidus, il évoque ces sentiments inobservables issus de sa théorie de la rationalité. Emmanuel Kant fait d'ailleurs les frais d'une telle théorie lorsque Pareto qualifie de résidus les raisons qui poussent Kant à démontrer pourquoi il ne faut pas mentir. Et voilà donc pourquoi tout naturellement les questions de la rationalité cognitive et axiologique se posent. Dans la même veine que celle du sujet évoqué par Kant lorsqu'il explique pourquoi il ne faut pas mentir, deux exemples sont donnés par Raymond Boudon et illustrent bien une autre perception de la raison. La corruption politique. Pourquoi sommes-nous naturellement opposés à la corruption politique? Si la raison utilitariste tend à penser que ce comportement est étroitement lié au fait que chaque individu se soucie des conséquences que cela pourra avoir sur lui, d'autres avancent que c'est plutôt au vu des conséquences collectives que cela en aurait. Eh bien en fait, il n'en est rien. Car en effet, quelles réelles conséquences directes la corruption d'un homme pourrait-elle avoir sur un individu ou un groupe? Aucune. Le vote, quelles conséquences pourrait bien avoir mon vote? Mon vote pourrait-il à lui seul changer le cours des choses? Seul l'attachement aux valeurs inculquées et à la conviction qu'il génère pousse à se convaincre de l'utilité d'une action qui seule n'aurait pas de conséquences. Alors, rationalité cognitive ou rationalité axiologique? Un comportement peut-il s'expliquer par la connaissance, par les acquis ou par les valeurs sociologiques ou morales? Comme vous l'aurez remarqué, l'opposition est fortement marquée entre la vision de l'économiste et celle du sociologue, de l'anthropologue ou du psychologue. Si l'existence de raisons non logiques et logiques est une évidence pour tous, c'est au niveau du concept de rationalité que les choses se compliquent. Raymond Boudon, dans son article, estime toutefois qu'il aurait fallu, pour être complet, évoquer la théorie des dérivations. Cette théorie qui implique que les raisons prédûment fallacieuses que l'acteur social se donne pour justifier ses propres croyances tant à ses yeux qu'aux yeux des autres ne sont pas arbitraires. Mais cela est un autre sujet. Merci pour votre attention, à très bientôt dans un nouvel épisode de Sciences sociales, 5 minutes pour comprendre.